Alors que l'ancienne année 1940 se terminait, à la veille de 1941, les sirènes d'alerte aérienne retentissaient une fois de plus à travers les îles britanniques. Le ciel grondait sous le rugissement des avions de la Luftwaffe d'Adolf Hitler. Volant en essaim vers Londres, ils allaient lancer leur attaque la plus sauvage à ce jour de la guerre aérienne, alors qu'ils poursuivaient la campagne nazie visant à écraser et à briser le moral britannique. Alors que les bombes pleuvaient et sans relâche sur les rues et les bâtiments, bientôt les ruelles sombres et les passages tortueux de Londres étaient illuminés par un feu de vastes proportions. Les pompiers luttaient à travers l'air dense et rempli de fumée. Faisant des tentatives désespérées pour éteindre l'incendie alors que la ville était engloutie par les flammes. Pendant ce temps, loin en dessous, dans les abris et dans les stations de métro, les civils se terraient de peur, espérant et priant pour survivre à une autre nuit de blitz. Depuis l'été 1940, le peuple britannique avait subi des mois d'attaques aériennes terrifiantes et alors que le nombre de morts augmentait, il était tragiquement clair que plus de civils que de soldats étaient victimes des ravages de la guerre. Le jour de l'an 1941, alors que la poussière retombait et que les amis et les familles commençaient à se frayer un chemin à travers les décombres, il n'est guère surprenant que les Britanniques se sentent plus seuls que jamais dans la lutte contre l'Axe. L'année précédente, la France était tombée aux mains de l'Allemagne nazie et une grande partie de l'Europe était désormais occupée par les sbires d'Hitler, et tandis que les troupes de Mussolini continuaient à combattre les soldats britanniques et du Commonwealth à travers les déserts arides d'Afrique, les avions et les sous-marins nazis régnaient en maître sur la Méditerranée et l'océan Atlantique. Néanmoins, en 1941, les fissures commenceraient à apparaître dans les alliances qu'Adolf Hitler avait forgées, et tandis que les liens entre ceux qui se battaient pour les Alliés se renforçaient de plus en plus, la méfiance engendrerait la méfiance entre ceux qui se battaient aux côtés de l'Allemagne nazie. L'Union soviétique devenait de plus en plus puissante, renforçant ses armées et sa machine militaire, tandis que l'équilibre des pouvoirs entre Hitler et le dirigeant russe Joseph Staline commençait à changer. Par conséquent, un tournant inattendu des événements aurait un impact dramatique sur l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'histoire du conflit se poursuit, sur terre, dans les airs et en mer, suivra l'action alors qu'elle se déroule en prélude à l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne, tandis qu'à travers l'Atlantique, le président Roosevelt rallie enfin le soutien à la cause alliée, donnant à la Grande-Bretagne une chance de faire une percée dans l'offensive nazie. En janvier 1941, la plupart de l'Europe continentale était occupée par l'Axe. La France était tombée aux mains de l'Allemagne en juin 1940 malgré toutes les tentatives pour repousser l'avancée nazie, avec la Hollande, la Belgique et le Luxembourg également absorbés dans le Troisième Reich d'Hitler. Au nord, le Danemark et la Norvège avaient été envahis en avril 1940 tandis que la Finlande s'était rendue à l'Union soviétique un mois plus tôt. Pendant ce temps, en Europe de l'Est, la Pologne, le pays que la Grande-Bretagne et la France avaient déclaré la guerre à l'Allemagne pour défendre, avait été soigneusement partagée entre Staline et Hitler et ses habitants étaient désormais soumis aux horreurs de l'occupation nazie. Le seul pays non occupé et toujours en lutte contre l'Axe était la Grande-Bretagne, et aux côtés des troupes britanniques se battaient des forces de tout le Commonwealth. De l'Australie et de l'Inde au Canada, des soldats, des démineurs, des pilotes et des marins sont arrivés pour apporter leur contribution à la lutte contre les nazis et leurs alliés. Des personnes avaient également afflué en Grande-Bretagne depuis les pays occupés par l'axe du mal d'Hitler.
Les pilotes polonais avaient joué un rôle vital dans la lutte contre la Luftwaffe lors de la bataille d'Angleterre à l'été 1940 et les cryptographes polonais avaient fourni des informations cruciales à ceux qui travaillaient à déchiffrer les codes Enigma à Bletchley Park. Plus loin, ceux qui vivaient encore dans les pays occupés formaient des groupes de résistance, sabotant les communications nazies et rassemblant des partisans pour continuer à se battre dans de petites poches à travers l'Europe. Mais même avec le soutien qui se rassemblait autour du globe pour combattre Hitler et ses alliés, le Premier ministre britannique Winston Churchill craignait que les fournitures et les ressources vitales ne s'épuisent. La bataille d'Angleterre avait fait des ravages avec de nombreux avions perdus dans les combats et de nombreuses bases aériennes et usines avaient été endommagées par les attaques nazies. Il y avait également eu des pertes significatives d'hommes et d'équipements précieux au printemps 1940 lors de la campagne pour sauver la BEF et d'autres troupes alliées des plages françaises de Dunkerque. L'effort de guerre en Grande-Bretagne s'est rapidement accéléré alors que les gens travaillaient jour et nuit pour atteindre les objectifs de production dans les usines afin de fabriquer les fournitures de guerre désespérément nécessaires. Cela serait essentiel s'il devait y avoir un espoir de victoire contre l'Allemagne nazie. Et Winston Churchill plaçait maintenant tous ses espoirs sur l'aide de l'Amérique. Le Premier ministre britannique entretenait depuis un certain temps une relation solide avec le président américain, et tandis que la Luftwaffe et la RAF se battaient au-dessus de la Grande-Bretagne, Franklin D. Roosevelt avait fait un geste symbolique en fournissant de l'aide à la cause alliée en septembre 1940. En échange de territoires sur les colonies britanniques où des bases terrestres ou navales pourraient être établies, des destroyers américains ont été transférés à la Royal Navy. Malgré le statut neutre de l'Amérique, Churchill était ravi, voyant ce mouvement comme un acte résolument non neutre. Et à son avis, l'accord sur les destroyers pour les bases marquait le début de l'alliance anglo-américaine dans la Seconde Guerre mondiale. Cependant, en Amérique, le public n'était pas totalement derrière leur président, et les gens étaient de réticents à soutenir tout plan qui pourrait entraîner l'envoi de leurs fils, frères et maris au combat en Europe. Beaucoup étaient encore hantés par les souvenirs de la Première Guerre mondiale où des centaines de milliers de vies américaines avaient été perdues sur les champs de bataille de France et en mer. Lorsque les Britanniques ont déclaré la guerre à l'Allemagne en 1914, peu d'Américains avaient été disposés à rejoindre le conflit. Il a fallu la menace des attaques navales allemandes sur les navires américains et le naufrage tragique du Lusitania en 1915 pour aider à faire pencher l'opinion publique en faveur de l'intervention. Plus de 2 décennies plus tard, Adolf Hitler était bien conscient du danger d'entraîner l'Amérique dans la guerre, et évitant les erreurs de ses prédécesseurs, il prenait grand soin de ne pas aggraver la nation neutre. Mais, alors que près de la moitié de la population américaine était déterminée à rester en dehors de la guerre européenne, la conscription en temps de paix recrutait déjà de nombreux hommes dans l'armée et les craintes commençaient à grandir que leurs garçons seraient bientôt envoyés à l'étranger. Le président Roosevelt a rapidement assuré aux Américains que ce n'était pas le cas en déclarant que les peuples d'Europe qui se défendent ne nous demandent pas de faire leur combat. Ils nous demandent les instruments de guerre.
Cependant, il a averti que si la Grande-Bretagne devait tomber, les puissances de l'axe d'Hitler, ayant avoué leur détermination à dominer le monde, contrôleraient l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Australie et les hautes mers, laissant toute l'Amérique vivre sous la menace d'une arme à feu. Le président Roosevelt ressentait très fortement la guerre qui faisait rage loin des côtes américaines et le 6 janvier 1941, il a fait un discours émouvant au Congrès qui est entré dans l'histoire sous le nom de discours des 4 libertés. Dans ses propres mots, il a déclaré que « Nous aspirons à un monde fondé sur 4 libertés essentielles. » La liberté de parole et d'expression partout dans le monde, la liberté de chaque personne de vénérer Dieu à sa manière, la liberté de vouloir et la liberté de la peur. C'est une base définitive pour un genre de monde réalisable de notre temps et de notre génération. Ce genre de monde est l'antithèse même du soi-disant nouvel ordre de tyrannie que les dictateurs cherchent à créer avec le fracas d'une bombe. Le discours a eu un impact profond sur le public américain et a été immortalisé dans des affiches et plus tard des monuments. Il a également aidé à justifier l'augmentation de la production défensive, mais alors que de nombreux Américains semblèrent se réchauffer à l'idée d'entrer en guerre, pour les Britanniques, qui continuaient à se battre seuls contre Hitler et Mussolini, les mots n'étaient le pas suffisant. Avec des bombes qui continuaient à pleuvoir sur les villes et les ports britanniques et des troupes maintenant déployées en Afrique, le Premier ministre a supplié le président américain « Donnez-nous les outils et nous finirons le travail ». Churchill était bien conscient que les Alliés auraient besoin de bien plus que de discours inspirants pour aider à défendre le territoire britannique contre la chute aux mains de l'Axe. À ce stade, le Royaume-Uni avait atteint le stade où il était incapable de payer pour les armes et craignant que les Britanniques ne se rendent à Hitler, Roosevelt a demandé au Congrès une loi qui ne limiterait ni la quantité ni le type d'aide qu'il pourrait envoyer. Elle serait appelée le projet de loi Lend-Lease et autoriserait Roosevelt à vendre, à transférer le titre, à échanger, à louer et à prêter tout article de défense à tout pays dont la protection du président serait jugée vitale pour la défense des États-Unis. Malgré les espoirs de Roosevelt que le projet de loi puisse être adopté le plus rapidement possible pour aider la Grande-Bretagne, il y avait une opposition véhémente de la part des isolationnistes. À Chicago, une organisation appelée America First gagnait en popularité, et son porte-parole le plus célèbre, l'aviateur célèbre Charles Lindbergh, était déterminé à ce que le pays reste en dehors de la guerre. Un éventail de visages célèbres avait rejoint le groupe, dont le producteur de films de renommée mondiale Walt Disney, l'actrice Lillian Gish et Alice Roosevelt Longworth, la fille aînée de Theodore Roosevelt. Il y avait aussi des politiciens qui soutenaient l'organisation, comme le sénateur Burton Wheeler qui a fait tout ce qu'il pouvait pour saper le président, faisant circuler des accusations selon lesquelles le président souhaitait donner la marine américaine, renforcer ses pouvoirs et faire la guerre. Avec une grande partie de la population américaine nerveuse à l'idée de participer à un autre conflit mondial, les accusations menaçaient de compromettre le projet de loi Lend-Lease, et cela signifiait encore plus de retard dans l'envoi d'aide à l'étranger. Roosevelt était furieux, et alors que l'Axe resserrait son emprise sur l'Europe, ses craintes grandissaient que Hitler ne lance son invasion des îles britanniques de très bientôt. De l'autre côté de l'Atlantique, cependant, Adolf Hitler avait d'autres préoccupations et le leader nazi prévoyait d'envoyer ses Stormtroopers dans une direction que Roosevelt n'avait pas anticipée.
Bien qu'en août 1939, le ministre des Affaires étrangères allemand, Ribbentrop, ait signé un pacte de non-agression avec le ministre russe Molotov, Hitler observait maintenant avec avidité le territoire soviétique et attendait l'occasion d'écraser Staline et l'armée rouge. Cette ligne de conduite était motivée non seulement par le désir de gagner plus de terres pour le Troisième Reich, mais aussi pour satisfaire la vendetta personnelle du dictateur nazi contre le communisme. Et malgré l'énormité de la tâche qui l'attendait, Hitler était convaincu qu'il pouvait faire la guerre non seulement à l'ouest, mais aussi à l'est. Les Allemands avaient soigneusement observé l'activité russe et avaient noté l'inefficacité de l'armée soviétique par rapport aux nazis qui avaient balayé l'Europe occidentale avec une relative facilité. Dans la guerre d'hiver de 1939 à 1940, de grandes armées russes avaient été anéanties par les fins numériquement inférieures et la désastreuse campagne avait convaincu Hitler que, pour ce qui est de l'Union soviétique, nous n'avons qu'à donner un coup de pied dans la porte et toute la structure pourrie s'effondrera. Le 18 décembre 1940, le leader nazi avait émis la première directive Barbarossa déclarant son intention d'envahir l'Union soviétique au printemps 1941 et pour préparer ce plan ambitieux, il avait été occupé à sécuriser un échelon balkanique le long du flanc sud russe. La Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie avaient toutes été poussées à signer l'allégeance de l'Axe juste 2 mois après que le Japon et l'Italie aient signé le pacte tripartite en septembre 1940 et la Roumanie était maintenant un acteur vital dans les plans d'Hitler. Historiquement, la Roumanie avait été alliée à la Grande-Bretagne et avait combattu aux côtés de l'entente contre l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Le traité que la Roumanie avait signé avec les Alliés en 1916 avait été grandement célébré. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour l'État balkanique. Bien que l'armée roumaine de l'époque était relativement grande avec environ un demi-million de soldats, les hommes avaient été à peine formés et étaient dirigés par des officiers inexpérimentés. En mai 1918, avec 250 000 de soldats morts ou emprisonnés, la Roumanie a été contrainte de signer le traité de Bucarest avec les puissances centrales et les millions de tonnes de céréales ainsi que le pétrole que le pays a été contraint de fournir ont permis à l'Allemagne de rester dans la guerre et à l'entente de lutter pour la victoire jusqu'à la fin de 1918. C'est le pétrole de la Roumanie qui intéressait particulièrement Hitler, ainsi que la grande valeur stratégique du pays, situé à la frontière sud de l'Union soviétique. Hitler était également confiant quant à l'allégeance de la Roumanie à l'Axe. En septembre 1940, le roi de Roumanie Carol II avait été renversé par le régime pro-allemand et anti-bolchevique du Premier ministre maréchal Ion Antonescu, qui a signé sans hésitation le pacte tripartite le 23 novembre. Les troupes allemandes ont rapidement commencé à affluer dans la région et le pays est devenu une base précieuse pour Hitler, tandis que le dictateur roumain est devenu l'un des plus grands alliés de Hitler. Alors que les nazis renforçaient tranquillement et soigneusement leur contrôle des Balkans, le ministre des Affaires étrangères russe, Molotov, était préoccupé par l'échec de l'Allemagne à respecter sa part du traité conclu en 1939. Lorsque la Russie avait exporté du pétrole, des céréales et des matières premières vers l'Allemagne comme promis, l'Allemagne n'avait envoyé des machines modernes et des armes à Moscou que de manière sporadique. L'hostilité montait, mais alors que Molotov posait de nombreuses questions gênantes, Hitler a réussi à détourner l'attention du plan ambitieux de Barbarossa et il a convaincu les Russes que les troupes nazies étaient déplacées en Roumanie pour les tenir hors de portée de l'aviation britannique.
Détourner l'attention de l'Union soviétique allait bientôt sembler être le moindre des soucis de Hitler cependant. Les activités de son allié italien Benito Mussolini menaçaient de saper les plans d'une offensive de printemps à l'Est et allaient finalement retarder l'attaque de plusieurs mois. Mussolini était jaloux du succès de son partenaire alors que les troupes nazies s'emparaient de territoires de la Pologne à la Norvège, et lorsqu'il a appris que les Allemands avaient occupé les champs pétrolifères roumains, il était furieux. Pour Mussolini, c'était un empiètement sur l'Europe du Sud-Est, une région que l'Italie revendiquait comme sa sphère d'influence exclusive. Lui aussi voulait profiter des dépouilles de la guerre et étendre le territoire italien comme son allié allemand l'avait fait, et si Hitler devait régner de l'Atlantique à l'Oural, il régnerait sur la Méditerranée et toutes les terres qui l'entourent. Contre l'avis de ses chefs d'état-major et sans en informer l'Allemagne, car il savait que Hitler s'y opposerait, le 28 octobre 1940, Mussolini a envahi la Grèce et alors que la péninsule balkanique du Sud était plongée dans le chaos, la zone d'attente tranquille de Hitler allait bientôt devenir une zone de combat. Envahir le berceau de la civilisation occidentale ne serait pas la tâche facile que Mussolini espérait cependant, et alors que les Grecs se battaient courageusement, à la 3e semaine de novembre, il ne restait plus un seul soldat italien sur le sol grec. Les troupes grecques ont bientôt commencé à pousser en Albanie occupée par l'Italie et les grands espoirs d'une victoire pour l'Empire italien se sont terminés en une humiliation totale pour Mussolini. En janvier 1941, les deux camps étaient dans une impasse et alors qu'il y avait une admiration mondiale pour l'esprit de combat inébranlable des Grecs, Hitler était de plus en plus préoccupé par le fait que les Alliés viendraient à leur aide et s'installeraient en territoire balkanique. Un tel mouvement serait désastreux pour les préparatifs soigneux de l'invasion de l'Union soviétique, et Hitler était bien conscient qu'il pourrait bientôt devoir intervenir lui-même dans la désastreuse guerre grecque. Il y avait aussi d'autres préoccupations pour occuper l'Axe alors que les troupes de Mussolini luttaient non seulement dans les Balkans mais aussi plus loin en Afrique. Lorsque l'Italie a déclaré la guerre le 10 juin 1940 contre la Grande-Bretagne et la France, la position britannique en Afrique du Nord semblait désespérément dépassée. Le général de l'armée britannique, Percival Wavell, commandait 40 000 soldats du Dominion pris entre 200 000 troupes italiennes en Libye et 250 au sud, en Éthiopie et en Somalie. L'Axe espérait qu'avec une campagne réussie en Afrique du Nord, il pourrait frapper au nord vers le pétrole du Moyen-Orient, coupant les riches champs pétrolifères des Alliés et augmentant les approvisionnements en pétrole pour leurs propres machines de guerre. Mais lorsque le maréchal Rodolfo Graziani, sur ordre des dirigeants de l'Axe, a envahi l'Égypte en septembre 1940, les vents de la guerre ont rapidement tourné. Malgré les batailles sur le front intérieur, Churchill avait courageusement envoyé des troupes pour défendre l'Égypte et le 9 décembre, 30 000 troupes sous le commandement du général de l'armée Richard O'Connor ont été envoyées pour reprendre Sidi Barrani, à 65 miles à l'intérieur de la frontière de l'Égypte avec la Libye. Le 15 décembre 1940, les troupes italiennes avaient été complètement repoussées hors du pays et en 1941, l'entrepreneur O'Connor a transformé le raid à grande échelle en une invasion à grande échelle de la Libye. Alors que les Alliés espéraient que le contrôle de l'Afrique du Nord serait une étape vers un second front contre les puissances de l'Axe en Europe, Hitler et ses généraux avaient tourné leur attention vers la mer Méditerranée. La campagne en Afrique du Nord dépendait de l'arrivée des approvisionnements à travers la Méditerranée et si l'Axe réussissait à bloquer ces voies d'approvisionnement, ce serait désastreux pour les Alliés. L'Axe contrôlait déjà la plupart des ports le long de la côte nord-africaine. Après la chute de la France, ils avaient saisi le Maroc, Oran en Algérie, Tunis en Tunisie et pourtant les Italiens contrôlaient toujours Tripoli et Benghazi en Libye.
Tout ce qui restait aux Alliés était le canal de Suez en Égypte et les précieuses îles de Gibraltar et de Malte, qui étaient d'une importance vitale pour assurer le succès des Alliés. L'Axe était conscient de leur importance stratégique, mais Hitler avait eu de nombreux problèmes pour arracher les îles à l'emprise des Alliés. Il comptait sur le dictateur espagnol, le généralissime Franco, pour fournir le terrain d'où il pourrait lancer son attaque, et tant que Franco restait réticent à prendre parti dans la guerre, pour le moment, Gibraltar restait entre les mains des Britanniques. Malte était encore plus cruciale pour la campagne en Afrique du Nord, car non seulement elle fournissait une escale utile pour les convois alliés en route depuis la Grande-Bretagne, mais la position de l'île entre la Sicile et l'Afrique du Nord était parfaite pour mener des attaques sur les convois de ravitaillement de l'Axe destinés à l'Afrique. Selon Churchill, Malte était le porte-avions insubmersible, et tandis que les sous-marins allemands continuaient d'attaquer les navires britanniques traversant l'océan Atlantique, en Méditerranée les rôles étaient inversés, car les navires et les avions alliés basés à Malte étaient capables de bombarder les convois italiens approvisionnant l'armée en Afrique du Nord. L'Axe était conscient de l'influence que la capture de Malte pourrait avoir sur la campagne d'Afrique du Nord, et les bombardements réguliers de l'île, ainsi que le nombre croissant de meutes de sous-marins rôdant dans les mers, ont rapidement fait des convois alliés vers les îles des courses suicides. Bien que des escortes navales aient été envoyées pour accompagner les navires, et que même des sous-marins aient tenté d'apporter des fournitures essentielles à l'île, il était un défi significatif de maintenir l'île approvisionnée, et lorsque Mussolini a demandé l'aide de l'Allemagne pour soumettre l'île, les choses étaient sur le point de s'aggraver pour les civils et les militaires stationnés à Malte. En janvier 1941, le maréchal de l'air Göring avait ordonné à la crème du Fliegerkorps de la Luftwaffe de descendre de Norvège vers la Sicile. En plus de milliers de personnels de la Luftwaffe, des avions de guerre arrivaient par dizaines lors de vols quotidiens, et le 8 janvier, il y avait 96 bombardiers sur l'île, à portée de vol de Malte, et des centaines d'autres en route. Les pilotes nazis arrivant en Sicile comprenaient Joachim Müncheberg, un jeune as de la chasse qui, à seulement 21 ans, avait reçu la plus haute distinction de bravoure, la Croix de Fer, pour les nombreuses victoires qu'il avait remportées lors de la bataille d'Angleterre, et avec autant de pilotes qualifiés de la Luftwaffe se rassemblant au nord, le risque pour les convois se dirigeant vers Malte avait considérablement augmenté. Au début de janvier, un convoi allié transportant des fournitures et des armes de Gibraltar était en route pour Malte et la Grèce. À ses côtés naviguait une forte force navale de destroyers et le porte-avions Illustrious, une cible importante pour l'Axe. L'Illustrious était le seul porte-avions de la Royal Navy en Méditerranée et avait déjà causé des dommages considérables à la flotte italienne, lançant une attaque dévastatrice sur le port de Tarente en novembre 1940. Sans surprise, les Italiens et les Allemands étaient désireux de l'éliminer du champ de conflit. Peu après midi le 10 janvier, la Luftwaffe du maréchal de l'air allemand Hermann Göring a fait ses débuts en Méditerranée alors que 43 Stuka attaquaient le convoi plongeant en vagues synchronisées à différentes hauteurs pour dérouter le feu anti-aérien des navires. Hautement qualifiés, les pilotes de la Luftwaffe ont mené leurs attaques sans penser à leur propre sécurité. Et alors que des bombes perforantes de 500 kg hurlèrent dans l'air, les effets sur les navires en dessous seraient dévastateurs. 7 coups directs ont été marqués sur l'Illustrious, et le porte-avions dont le pont d'envol de Fulmars et de Swordfish aurait pu faire la différence quant à la domination de la Méditerranée était presque détruit. Malte était maintenant pratiquement seule et allait subir le pire bombardement de tout pays pendant toute la guerre.
En fait, plus de bombes tomberaient sur la minuscule île que sur Londres pendant tout le Blitz. Néanmoins, alors que l'Axe pouvait célébrer la destruction de l'Illustrious, en Afrique, il y avait nettement moins de raisons de se réjouir. O'Connor continuait de s'enfoncer plus profondément en territoire ennemi, se dirigeant maintenant vers le port de Tobrouk, et les Italiens perdaient rapidement du terrain dans le nord. Pendant ce temps, en Afrique de l'Est, une contre-offensive britannique attaquait l'Érythrée, tenue par les Italiens depuis le Soudan. Les rêves de Mussolini d'un nouvel empire disparaissaient rapidement, et le 18 janvier 1941, il partait pour l'Allemagne, le visage sombre et nerveux, pour rencontrer Hitler à sa résidence de Berghof. Dans le magnifique cadre des Alpes bavaroises, les deux dictateurs avaient beaucoup à discuter. Mais alors que Mussolini était visiblement préoccupé par la situation qui se détériorait en Afrique, Adolf Hitler était catégorique que les Italiens continuent de se battre et tiennent bon. Par-dessus tout, le Führer nazi craignait que si les Alliés battaient les forces italiennes en Afrique, les troupes britanniques seraient libres de faire des ravages ailleurs, et la Grèce, dangereusement proche de ces précieux champs pétrolifères roumains, serait leur prochain port d'escale. Tripoli ne pouvait pas tomber, dit-il à Mussolini, et dès que possible, il enverrait des renforts d'Allemagne pour aider à défendre la Libye contre les troupes avançant d'O'Connor. Mais même alors que les dirigeants de l'Axe discutaient de stratégie militaire, les troupes britanniques renforçaient leurs forces autour de Tobrouk le matin du 21 janvier et sous le couvert de l'obscurité, une violente attaque a été lancée et bientôt les bataillons d'O'Connor avaient percé la ligne de défense. En lançant des grenades et en utilisant des tirs de chars et d'artillerie, les troupes britanniques ont battu les pelotons italiens qui se battaient pour défendre la ville. Cependant, en 24 heures, la ville avait été capturée et malgré l'insistance de Mussolini à ne pas envisager la reddition, les troupes italiennes n'avaient d'autre choix que de déposer les armes. Alors que la campagne du désert occidental se poursuivait, il semblait qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter l'avance d'O'Connor. Le 30 janvier, les Alliés avaient saisi Derna, à 100 miles à l'ouest de Tobrouk. Puis le 7 février, la 10e armée italienne en retraite a été coupée et détruite lors de la bataille de Bédafom. Alors que la deuxième plus grande ville de Libye, Benghazi, tombait aux mains des Alliés, les Britanniques capturaient 130 000 Italiens et la 10e armée italienne cessait d'exister. La voie vers Tripoli et l'élimination totale de la domination italienne en Afrique du Nord était ouverte. Le 9 février, alors que les forces italiennes restantes se retiraient à El Agheila, le général Graziani envoya un message à Rome, plaidant pour l'épuisement nerveux et supplia Mussolini de le décharger de son devoir. 2 jours plus tard, il partait pour l'Italie, tandis que les Alliés étaient délaissés pour célébrer leurs réalisations. Saluant les réalisations incroyables de la Western Desert Force, le secrétaire aux affaires étrangères britannique Anthony Eden a paraphrasé les mots que Churchill avait utilisés après la bataille d'Angleterre et a annoncé « Jamais autant n'a été abandonné par tant de personnes à si peu ». En 2 mois, O'Connor, qui serait anobli pour ses réalisations, avait conduit ses troupes sur plus de 800 miles, détruisant une armée italienne entière de 10 divisions et n'avait perdu que 500 hommes. Bien que la campagne du désert occidental ait été un grand succès, en Grande-Bretagne, la situation politique était délicate et Churchill avait beaucoup à considérer pendant que la guerre de Mussolini contre la Grèce se poursuivait. La Grande-Bretagne avait signé une garantie avec la Grèce en avril 1939, et tant que les Grecs combattaient encore les troupes italiennes, il était politiquement inacceptable de ne pas soutenir un allié menacé. Ne pas agir pourrait discréditer les Britanniques, et avec beaucoup dépendant du soutien étranger, Churchill estimait qu'un effort symbolique devrait être entrepris.
Il était d'accord avec Wavell, commandant des troupes britanniques au Moyen-Orient, pour déplacer une proportion significative du 13e corps d'O'Connor de la Libye vers la Grèce, dans la péninsule balkanique du Sud. Wavell avait été réticent à préjuger de la campagne en Afrique du Nord, mais avec la majorité des forces de Graziani capturées, il estimait qu'il était maintenant sûr de transférer certains des hommes. La décision aurait des effets dévastateurs sur ceux qui étaient laissés pour combattre cependant. Adolf Hitler avait prêté une attention particulière à chaque mouvement des Alliés et alors que les forces d'O'Connor étaient considérablement réduites, il a vu l'occasion de frapper. Le 12 février, le nouvellement formé Afrika Korps allemand, frais et prêt pour la bataille, a été envoyé au désert africain pour empêcher l'effondrement total des forces italiennes. Ils avaient un meilleur équipement que l'armée de Mussolini et, plus important encore, ils avaient l'un des plus grands commandants d'Allemagne pour les diriger, le général Erwin Rommel. Rommel était un officier hautement décoré de la Première Grande Guerre et avait déjà rencontré les forces alliées en 1940 lorsqu'il avait eu un impact considérable sur le succès de l'invasion nazie de la France. Pendant la bataille, ces panzers avaient poussé de plus en plus profondément en France, se déplaçant si rapidement que même le haut commandement allemand ne connaissait pas leur position. C'est pourquoi ils étaient connus sous le nom de division fantôme. En mai 1940, Rommel avait réussi à prendre 10 000 prisonniers alors qu'il traversait le terrain allié, ne perdant que 36 de ses propres hommes. De plus, s'il en avait eu l'occasion, il aurait capturé beaucoup plus de troupes britanniques et françaises si elles n'avaient pas été sauvées des plages de Dunkerque. Il n'est donc pas étonnant que l'arrivée de Rommel en Afrique du Nord ait été une source de préoccupation et alors que les troupes allemandes commençaient à se diriger vers la position avancée des Britanniques à El Agheila à partir de leur base à Tripoli, les fortunes d'O'Connor étaient sur le point de prendre un tournant pour le pire. Rommel s'avérerait si doué pour la guerre dans le désert qu'il deviendrait connu sous le nom de renard du désert. Et lorsque le 20 février, les troupes allemandes et britanniques se sont affrontées pour la première fois en Afrique, les Alliés se retrouveraient bientôt à retracer leurs pas, forcés de se retirer vers l'Égypte. Pendant ce temps, dans les Balkans, Hitler se préparait à protéger ses précieux champs pétrolifères roumains et avec les premières de troupes britanniques déployées pour la Grèce, cela devenait une question d'urgence. Son objectif était désormais de s'assurer que l'Axe avait le contrôle total de l'Europe du Sud-Est et il a commencé à faire pression sur les pays qui ne l'avaient pas encore rejoint pour signer le pacte tripartite. Tout pays qui ne se conformerait pas ferait face aux armées du Troisième Reich. Le gouvernement grec ainsi que le roi de Grèce, qui avait rejeté une offre d'immunité allemande, marchaient maintenant sur un terrain dangereux et allaient bientôt faire face à une guerre qu'ils auraient du mal à gagner. Lorsque la Bulgarie a accepté de s'inscrire aux puissances de l'Axe le 1er mars, en une journée, des unités allemandes traversèrent le Danube pour que les forces aériennes et terrestres puissent être déployées dans la campagne bulgare, prête à attaquer son voisin grec. Mais la Grèce n'était pas le seul pays balkanique à tenir bon contre les nazis. Le royaume de Yougoslavie, qui s'étendait des Balkans occidentaux à l'Europe centrale, restait encore indécis quant à son allégeance. Le régent, le prince Paul de Yougoslavie, avait hésité à suivre l'exemple roumain et bulgare en rejoignant le pacte tripartite et était encouragé par la Grande-Bretagne et les États-Unis à résister à la pression allemande et à attaquer les Italiens en Albanie. Après la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles, la Yougoslavie avait été un ami des Français et était une présence importante pour maintenir la paix dans les Balkans. Cependant, après la chute de la France en 1940, la Yougoslavie était seule, entourée de pays qui faisaient partie des puissances de l'Axe.
Le 4 mars 1941, le prince Paul de Yougoslavie a rencontré Hitler et a déclaré qu'il signerait le pacte tripartite, à condition que son pays ne soit pas invité à se battre pour l'Axe et que les troupes allemandes ne s'attendent pas à transiter par la Yougoslavie. Les négociations devaient se poursuivre pendant des semaines, mais entre-temps, l'avenir de la Yougoslavie semblait incertain. Alors que l'Axe jetait son ombre sur l'Europe et au-delà, Adolf Hitler, tout en maintenant la pression sur les États balkaniques, restait également en contact étroit avec ses alliés japonais. Le 5 mars, Hitler a émis la directive numéro 24, coopération avec le Japon, espérant persuader l'Empire asiatique d'agir en Extrême-Orient dès que possible pour distraire davantage les forces britanniques. Le Japon était à cette époque en pleine guerre longue et brutale avec la Chine et avait déjà profité de la position affaiblie des empires occidentaux. En 1940, les responsables de Tokyo ont fait pression sur l'Indochine française pour fermer certaines des rares routes restantes qui étaient utilisées pour transporter une aide précieuse dans le pays vulnérable. Cette même année, ils avaient également exigé que le gouvernement britannique ferme la route de Birmanie qui allait du territoire britannique de Birmanie à la ville chinoise de Kunming. À l'époque, il y avait eu un tollé à la Chambre des communes lorsque le Premier ministre Winston Churchill s'était conformé aux exigences des Japonais. Mais la Grande-Bretagne était dans une position vulnérable et il y avait peu d'autres choses que Churchill aurait pu faire. Certaines des colonies les plus précieuses de la Grande-Bretagne étaient en Extrême-Orient, y compris l'île de Hong Kong, ainsi que Singapour, qui était considéré par beaucoup comme le Gibraltar de l'Est. Il y avait aussi la Malaisie au nord de Singapour, qui était une source importante de caoutchouc, et bien sûr la Birmanie elle-même, avec le port précieux de Rangoon. À présent, les Japonais étaient prêts à s'aventurer beaucoup plus loin que la Chine. Et s'ils pouvaient arracher les avant-postes de l'ancien puissant empire britannique, non seulement ils auraient accès aux ressources vitales eux-mêmes, mais cela signifierait également que les approvisionnements aux troupes britanniques, déjà tendues à pleine capacité, se tariraient rapidement. Pour Winston Churchill, la menace pour l'Empire était extrêmement préoccupante, mais il y avait des préoccupations plus immédiates, beaucoup plus proches de chez lui. Alors que la Luftwaffe continuait de bombarder les îles britanniques, Churchill a réalisé que la lutte contre Hitler et les puissances de l'Axe serait longue et amère. La Grande-Bretagne avait maintenant été soumise à des attaques régulières depuis septembre 1940 et il semblait y avoir peu d'espoir que la Luftwaffe cesse jamais leurs bombardements. En janvier et février, il y avait eu des raids de bombardement intenses dans tout le pays, Hitler ayant fait tout ce qu'il pouvait pour affaiblir le moral du peuple britannique. Mais il faudrait plus que le Blitz pour vaincre les Britanniques, et malgré les bombes qui pleuvaient des avions allemands, la détermination de la nation restait ferme. La famille royale a donné l'exemple au reste du pays en refusant de quitter Londres malgré les dangers. Même lorsque le palais de Buckingham a été à nouveau touché en mars, endommageant le côté nord du bâtiment, ils sont restés dans la ville et ont continué à rassembler le soutien pour la bataille contre les nazis, donnant espoir et réconfort à leurs sujets loyaux. Alors que l'Axe se rapprochait par terre, air et mer, et que de plus en plus de troupes quittaient le pays pour être déployées à travers le monde, le gouvernement britannique a travaillé dur pour tenir les nazis à distance, et des mesures extrêmes ont été prises sur le front intérieur. Le ministre du Travail et du Service national, Ernest Bevin, a pris la décision radicale d'appeler les femmes de la nation à aider à l'effort de guerre, et à mesure que la population féminine adulte rejoignait la main-d'œuvre, à partir de mars 1941, la Grande-Bretagne a été transformée par la mise en œuvre d'une économie de guerre totale.
En décembre, Bevin est allé plus loin et a ordonné la conscription des femmes dans les services. Bien qu'au début, seules les femmes célibataires âgées de 20 à 30 ans aient été appelées, à la mi-1943, près de 90% des femmes célibataires et 80% des femmes mariées travaillaient dans les usines, sur les terres ou dans les forces armées. Dans les années 1930, la place d'une femme était à la maison tandis que celle d'un homme était de sortir pour travailler. Mais avec le déclenchement de la guerre, les rôles sociaux traditionnels en Grande-Bretagne changeraient radicalement. Bien que de nombreuses femmes sans famille aient eu des emplois avant la guerre, en 1941, les mères et les femmes célibataires étaient appelées à occuper ce qui était considéré comme des emplois d'hommes. En effet, leur immense contribution à l'effort de guerre jouerait un rôle significatif dans le succès de la Grande-Bretagne contre l'Axe. Au printemps de 1941, la tactique des raids de bombardement de la Luftwaffe a changé et au lieu de viser des villes plus à l'intérieur des terres, ils ont suivi les ordres d'Hitler pour se concentrer sur les ports le long de la côte de la Grande-Bretagne. Le changement est intervenu alors que les succès de la marine allemande dans la bataille de l'Atlantique commençaient à s'essouffler et que les pertes de sous-marins augmentaient, en partie grâce aux destroyers supplémentaires que Roosevelt avait envoyés d'Amérique en 1940. Karl Dönitz, commandant de la marine allemande, s'est tourné vers l'armée de l'air pour demander de l'aide et a demandé à Hitler de changer de stratégie afin que les avions grouillants de la Luftwaffe se dirigent maintenant vers des ports tels que Plymouth, Bristol, Swansea et Belfast, avec des conséquences tragiques pour leurs habitants. Mais alors que de plus en plus de personnes étaient tuées dans le Blitz, le 11 mars 1941, Churchill a reçu la nouvelle qu'il attendait anxieusement. Après des mois de débats et de négociations, le président Roosevelt avait enfin convaincu le Congrès et signé la loi Lend-Lease. Cela signifiait que d'énormes quantités de fournitures de guerre en provenance des États-Unis commenceraient bientôt à arriver en Europe et ceux qui combattaient l'Allemagne nazie ont reçu un véritable espoir que la guerre pourrait être gagnée. Adolf Hitler a réalisé que les jours de neutralité de l'Amérique touchaient à leur fin, bien que les États-Unis n'aient pas encore fait une déclaration de guerre. Néanmoins, Hitler avait maintenant de puissants alliés et son traité avec les Japonais s'avérerait très utile. Des espions du pays étaient déjà en train de surveiller la base navale américaine de Pearl Harbor et à la fin de 1941, alors que les relations se détérioraient entre Washington et Tokyo, les Japonais lanceraient une attaque dévastatrice non seulement sur Pearl, mais aussi sur les bases américaines autour du Pacifique, paralysant leur flotte pour un temps. En mars 1941, cependant, Hitler avait peu de temps pour contempler la menace d'une intervention américaine avec des questions nettement plus urgentes à régler dans les Balkans. Alors que les forces de combat mécanisées allemandes affluaient en Bulgarie en préparation de l'invasion de la Grèce, Hitler attendait toujours la confirmation que la Yougoslavie se rangerait du côté des nazis. L'allégeance du pays à l'Allemagne était cruciale pour le succès nazi dans les Balkans car attaquer la Grèce à travers la frontière bulgare de 25 miles de large serait une tâche redoutable. D'un autre côté, si les nazis pouvaient attaquer à travers la vallée de la rivière Vardar en Yougoslavie, ils auraient le plus de chances de réussir contre la résistance grecque.
Le 25 mars, le prince régent Paul a finalement signé le pacte tripartite, mais il y avait des milliers de Yougoslaves, y compris des fonctionnaires du gouvernement et de l'armée, qui étaient farouchement anti-nazis, et la nation était loin d'être derrière lui. Le 27 mars, un coup d'État a renversé le gouvernement pro-Axe, et le prince Paul a été remplacé par le roi Pierre le II, âgé de 17 ans, qui était le filleul du roi et de la reine britannique. C'était un acte audacieux, mais qui apporterait un terrible sort au royaume de Yougoslavie. Et Hitler, à peine capable de croire la nouvelle, a annoncé avec fureur « La Yougoslavie sera anéantie car elle vient de renoncer publiquement à la politique de compréhension avec l'Axe ». Alors que le Führer nazi prenait maintenant la décision de faire la guerre non seulement à la Grèce, mais aussi à la Yougoslavie, les réfugiés de Belgique, de Hollande, de Pologne et de Tchécoslovaquie, qui s'étaient échappés dans le pays alors que l'Axe balayait l'Europe, ont commencé à fuir à nouveau à travers les frontières yougoslaves. À l'aube du 6 avril, les pires craintes du royaume de Yougoslavie se sont réalisées lorsque les avions de la Luftwaffe ont été chargés de bombes et ont décollé pour commencer leur intense bombardement de la capitale, Belgrade. Des milliers de personnes seraient tuées dans ce que Hitler a appelé l'opération Punition, et pendant ce temps au sud, alors que l'armée allemande tonnait à travers la frontière grecque, la Grèce serait vaincue en quelques semaines. Alors que les Balkans étaient en proie à la tourmente, loin au nord, le dirigeant soviétique Joseph Staline gardait un œil attentif sur les affaires. Il avait déjà été informé par des diplomates étrangers qu'Adolf Hitler prévoyait d'envahir la Russie, mais ne pouvait pas croire que les nazis tenteraient de mener une guerre contre la vaste armée rouge, tout en étant encore occupés par des batailles ailleurs. Néanmoins, au début de l'été 1941, les troupes d'Hitler seraient prêtes pour la guerre contre le communisme et la Seconde Guerre mondiale prendrait une toute nouvelle direction alors que les allégeances changeaient et que l'Union soviétique rejoignait les forces des Alliés. Pour Hitler, le retard causé par le conflit en Grèce et en Yougoslavie aurait des conséquences désastreuses pour l'opération Barbarossa, et lorsque les vents glacés de l'hiver russe se sont levés, les marées de la victoire commenceraient à tourner en faveur des Alliés.